Vous aimez le Japon? Les samouraïs? Akira Kurosawa? Tom Cruise et Ken Watanabe? Alors, Rumble Nation est peut-être fait pour vous. Rumble Nation est un jeu de contrôle de territoire pour 2 à 4 joueurs ayant remporté le Grand Prix du Tokyo Game Market 2018, l'équivalent du Festival du jeu international de Cannes en France. Il vous propose d'incarner les seigneurs de guerre japonais, les fameux daimyo, de l'époque Sengoku, l'époque de guerre interne au Japon, où chacun des daimyo essayait de conquérir la suprématie sur l'archipel nippon. Pour ce faire, vous allez vous affronter pour la domination des 11 régions du jeu, représentées par leurs fiefs, leurs châteaux. Donc autant vous dire que ça va péter. Et ça va péter! Péter! Mais alors, comment conquérir ces châteaux, me direz-vous? Excellente question! Le jeu est simple comme bonjour dans son mécanisme de base. Il s'agit de lancer 3 dés à chaque tour, chacun son tour, afin de placer des unités sur l'une des 11 régions de la carte. Regardez plutôt. Vous avez 3 dés, et peu importe leur combinaison, vous allez en additionner 2. Ici, j'ai installé le jeu pour 3 personnes, pour 3 joueurs. Un joueur qui sera représenté par des cubes en jaune, l'un par les cubes en bleu, et le dernier par les cubes rouges. Vous avez ici des cubes blancs, mais ne vous y attardez pas pour le moment, je reviendrai dessus par la suite. Mais regardez plutôt. Vous avez donc 3 dés. 2 seront additionnés et utilisés pour définir la zone sur laquelle vous placerez vos unités. Le 3e dé, lui, représente le nombre d'unités que vous pourrez placer sur la zone choisie. Une unité sur les faces 1 et 2, 2 unités sur les faces 3 et 4, et 3 unités sur les faces 5 et 6. Donc, en admettant que j'ai le résultat suivant. 2 6 et un 1 par exemple. Je vais pouvoir additionner ces 2 6 pour aller placer une unité sur la zone 12. Mais quelle est la zone 12, me direz-vous? Eh bien, au préalable, au début de partie, nous allons installer ces petits jetons sur les petits cercles que vous voyez ici qui représentent tous les châteaux que nous allons chercher à conquérir. Au début de la partie, nous allons retourner tous ces petits jetons pour désigner la valeur de chacune des zones en jeu. Comme ceci. Et donc, dans l'installation ici présente, le château numéro 12 est ici. Il se situe à Inabayamajo. Donc par exemple, si j'additionne ces 2 6, je pourrais aller placer une unité ici, sur la zone 12, grâce au petit 1 que j'ai ici. Je pourrais également additionner un 6 avec un 1, pour aller choisir la zone numéro 7, qui se trouve ici, à Okinawa, sur le château de Shuri 7. Pour aller y poser, donc, 3 unités. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 égale 1 unité, 2 aussi, 3 et 4 égale 2 unités, 5 et 6 égale 3 unités. Donc admettons que le joueur jaune, ici, choisisse Okinawa, donc la zone 7, pour 3 unités, il vient à poser 3 de ses cubes ici. Et on continue ainsi, à chacun son tour. Admettons que le joueur bleu suive derrière, avec cette combinaison. Je peux donc prendre le 5 et le 1 pour la zone 6, ou le 5 et le 5 par exemple, pour la zone 10. Admettons que, pour cette fois, je vais prendre la zone 10, qui se situe ici, à Yoshida Koriyamajo, pour une seule unité. Ça peut avoir son intérêt de placer uniquement une unité, on le verra par la suite. Donc voici une unité bleue. Dernier petit exemple, pour les rouges. Alors je pourrais faire 3 et 2, 5 pour aller chercher la zone A5 qui se situe ici à Kasugayamajo, ou encore un 6 et 3 pour faire 9, ou encore un 6 et 2 pour faire 8. Admettons que je pars sur la zone 8, donc 6 plus 2 pour aller chercher la zone A8 qui est ici, Kyoto, la capitale. Pour 3 qui correspond à 2 unités, je vais donc placer 2 petits cubes rouges ici. Et les joueurs jouent à tour de rôle comme ceci, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cubes à jouer, plus d'unités à disposer sur la carte. Simplissime, non? Quoi? Des dés? C'est super aléatoire. C'est un jeu de chance ton truc. Mais non, calme-toi 2 minutes, Jean Expert. Le jeu propose 3 twists super intéressants qui justifient que tu t'y intéresses et que tu regardes au moins cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier petit twist, qui n'est pas forcément le plus intéressant, offre tout de même une dimension stratégique supplémentaire, puisqu'il s'agit, avant votre jet de dés, d'aller utiliser une de ces 3 cartes. Cette action est valable une seule fois par joueur durant toute la partie. Et je le répète, avant votre jet de dés. Petit exemple avec ici la carte d'exil qui vous permet de bouger un cube d'une faction ennemie
de une aire où vous avez un soldat présent jusqu'à une aire adjacente. Donc admettons que les jaunes ici est un cube sur Kyoto, eh bien je peux très bien utiliser l'exil pour déplacer un cube rouge sur une aire adjacente. La deuxième carte, Over the Mountain, puisque chaque carte est également disponible en anglais, vous permet de déplacer 2 de vos cubes d'une aire à une aire adjacente si c'est connecté par la terre et non par la mer, car comme on est au Japon, certains espaces, certaines aires sont des îles, bien évidemment. Donc par exemple, cette île, vous ne pourrez pas déplacer de cubes vers d'autres lieux. En revanche, encore une fois, si vous êtes à Kyoto par exemple, vous pourrez très bien déplacer ce cube ici. Vous pourrez déplacer ainsi jusqu'à 2 cubes avec cette action. Ou encore cette troisième carte qui s'intitule Entering Kyoto, qui vous permet de bouger un nombre indéfini de cubes en votre possession d'une zone adjacente à Kyoto vers Kyoto. En gros, tout le monde vers la capitale. Et ces cartes, il n'y en a pas que 3. Vous pourrez les renouveler au début de chaque partie, vous en aurez un petit paquet, ce qui vous permettra éventuellement plus de rejouabilité. D'une partie à une autre, ce ne seront jamais les mêmes cartes. Et ces cartes tactiques vous proposent généralement des actions du type déplacer une ou plusieurs de vos unités d'une aire à une autre, ou au contraire déplacer une ou plusieurs unités de vos adversaires d'une aire à une autre. Et une fois toutes les unités déplacées et déployées, alors on entre dans la phase de guerre. Jouer, guerre, ça suffit! Durant cette phase, on va résoudre les zones dans l'ordre croissant, du plus faible au plus élevé. Mais dans l'ordre croissant, quoi. On commence donc par le château à la valeur la plus faible, le 2. Et là encore, c'est extrêmement simple, vous allez voir. Notez au passage, avant d'entrer dans le vif du sujet, que le premier joueur ayant placé toutes ses unités prendra ce petit token avec 3 katanas figurant dessus. Le second joueur prendra 2 katanas et le dernier prendra un katana. Ça pourra avoir de l'importance par la suite. Alors, commençons. La première zone, je vous l'ai dit, c'est la zone numéro 2, le château avec la plus faible valeur. Pour chaque aire, nous allons prendre simplement le joueur ayant la majorité d'unités dans cette région. Ici, le joueur bleu a 3 cubes contre 2 pour le jaune et 1 pour le rouge. C'est donc le joueur bleu qui l'emporte. Il va ici prendre le token du château en question avec le numéro 2. Le second joueur, ici le jaune ayant 2 cubes, va lui prendre la valeur de moitié, arrondie à l'inférieur. Donc c'est-à-dire que s'il avait eu le 3, il aurait pris 1 point. Et ça, c'est le second petit twist du jeu. Le premier joueur prend le château, le second prend la moitié des points. Simple, assez logique, rien de très fou, mais selon les enchaînements d'actions sur le plateau, ça peut s'avérer tactiquement très important et très fourbe. Mais donc si je comprends bien, c'est parfois plus intéressant de finir second sur un château de forte valeur que premier sur un château de faible valeur. C'est un petit peu bête, non? C'est faiblard. Mais encore une fois, Jean Expert, calme-toi 2 minutes, parce que c'est là qu'entre dans la danse le troisième twist du jeu. Regardez-moi tous ces petits cubes en bois que j'ai mis de côté depuis tout à l'heure. Ce ne sont pas les cubes de l'éventuel 4e joueur que j'ai laissé dans la boîte. Non, ces petits cubes blancs, ce sont les renforts. Lorsque vous prenez le contrôle d'un territoire comme l'a fait ici le joueur bleu, vous pouvez immédiatement déplacer 2 renforts, ces petits cubes blancs, ou 1 lorsque vous jouez à 2 joueurs, sur une ou plusieurs zones adjacentes. Mais vous n'en aurez que 2. Donc 2 sur la même zone, ou 1 ici et 1 à côté. Attention ceci dit, à la réserve que vous ayez déjà une ou plusieurs unités dans les territoires où vous voudriez envoyer ce cube. Là par exemple, j'ai du bleu, et là aussi, je peux donc les répartir librement. Mais si je n'avais pas eu de bleu ici, je n'aurais pas pu envoyer de renfort. Et ça peut absolument tout changer. D'autant plus que chacune des régions va avoir le même résultat. Et les renforts sont donc une donnée primordiale pour l'emporter dans Rumble Nation. Et elles rendent instantanément beaucoup plus intéressant l'acquisition de ces zones de faible valeur. Car admettons par exemple qu'ici, la zone 4, le joueur rouge l'emporte car il a 3 cubes contre 2 pour le joueur bleu, rien ne l'empêche d'aller mettre ces 2 renforts dans la zone 12, la valeur maximale. Pour l'instant, il était seul, maintenant, il est en majorité. Et bien entendu, pour chaque région, de nouveaux renforts. Voilà donc un jeu court, environ une demi-heure, hyper accessible, mais très nerveux, et pas dénué de stratégie.
Et je dois bien dire que c'est certainement l'une des plus belles découvertes que j'ai fait dans cette année 2021. Donc messieurs dames, les éditeurs français ou francophones, je vous conseille fortement de vous intéresser à ce jeu-là. Et pour ceux qui voudraient mettre la main dessus, sachez que le jeu est en version bilingue, anglaise et japonaise, donc n'hésitez pas à me contacter et pour la modique somme de... je vous le renverrai sans aucun problème. Non sérieusement, dites-le moi, pour l'instant vous êtes suffisamment peu d'abonnés pour que je puisse vraiment le faire. Bon, en faisant une petite marge de 50%, mais je le ferai. Sur ce, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette 3e édition des saveurs japonaises avec Rumble Nation, et à la prochaine!